Beaucoup d'Africains se demandent pourquoi Nicolas Sarkozy est si engagé dans le conflit ivoirien. Alors, je voudrais tout simplement dire à ces gens, répondre à ces gens en leur rappelant que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de particulièrement agressif. Nicolas Sarkozy est un homme vindicatif, doté d'un esprit de vengeance très aiguisé et qui tout au long de sa carrière politique l'a prouvé avec des haines viscérales vouées à des gens qui sont des gens qui fréquentent, qui sont des gens de son cercle. Euh, on voit aujourd'hui Nicolas Sarkozy démontrer sa haine, toute sa splendeur haineuse à l'endroit de Dominique de Villepin, par exemple, qu'il avait préjugé, avant même que la justice française se soit saisie du dossier de Claire Stream. Il avait condamné, il avait déjà condamné Dominique de Villepin avant même que le jugement ait lieu devant les tribunaux. Il avait même dit qu'il allait le pendre au creux du boucher. Ceci témoigne en réalité la haine que Nicolas Sarkozy voue à tous ceux qui osent se mettre sur son chemin. Deuxième preuve, démonstration de haine de Nicolas Sarkozy, c'était juste au lendemain de son élection, lorsqu'il s'était rendu à Guilvinec, auprès des pêcheurs qui étaient en train de manifester. Arrivé sur place, il y avait un des manifestants juché sur le toit d'une maison et qui avait osé demander qualifier Nicolas Sarkozy de monsieur 135 ou 150% parce qu'en ce moment, Nicolas Sarkozy s'est fait augmenter son salaire à hauteur de 135%. Alors, le monsieur disait, monsieur 135%, moi aussi j'aimerais que mon salaire soit augmenté. Et Nicolas Sarkozy lui avait répondu en disant, descends alors, descends. Si tu es un garçon, descends. Voilà. Alors, ceci témoigne un peu de la petitesse de la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui est en fait le président d'un pays comme la France. Troisième démonstration de la haine de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est au salon de l'agriculture, lorsqu'il s'était présenté au salon d'agriculture en 2009 et que un des participants à ce salon lui avait dit touche-moi pas, tu me salis. Nicolas Sarkozy, dans sa petitesse et dans sa haine, dans son esprit de haine particulièrement aiguisé, lui avait répondu du tac au tac en lui disant casse-toi pauvre con, casse-toi pauvre con. Bon, donc cela démontre en fait que Nicolas Sarkozy c'est quelqu'un qui aime rendre coup pour coup et qui n'est pas doté d'un esprit d'homme d'État. Il n'est pas doté d'un esprit d'homme d'État. C'est quelqu'un qui, s'il le faut, même utilise les moyens de l'État pour assouvir sa vengeance. Parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy, étant le président de la France, étant le président de la République, il pouvait tout au moins s'éloigner de ce type de propos à l'égard des citoyens français qui sont mécontents et qui ne sont pas, je dirais, qui ne se retrouvent pas dans la politique qu'il développe. Alors, quatrième démonstration de l'esprit de vengeance de Nicolas Sarkozy, c'était lorsque l'enfant de Kadhafi avait osé parler de 50 millions d'euros qu'ils ont donnés à Nicolas Sarkozy lors de sa campagne, pour soutenir sa campagne électorale afin qu'il soit élu en France. Nicolas Sarkozy s'était particulièrement vexé et ceci certainement a joué un grand rôle dans le zèle, dans le déploiement de zèle qu'a été celui de Nicolas Sarkozy lors de l'agression et de l'invasion de la Libye de Muammar Kadhafi. Ce qui veut dire qu'en clair, Nicolas Sarkozy n'a pas du tout aimé qu'on parle que l'enfant de Kadhafi ait osé parler
des 50 millions qu'il lui aurait donné afin qu'il puisse battre Ségolène Royal lors du deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Alors, aujourd'hui, on voit la même haine que Nicolas Sarkozy déploie à l'égard de Laurent Gbagbo, tout simplement parce que Laurent Gbagbo a osé défier Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire le petit roi soleil français, qui avait convoqué tous les métayers de la France en Afrique. Alors, ces métayers étaient venus en France défiler sur le boulevard de l'Élysée sous prétexte qu'il s'agit de ce qu'ils ont appelé le jubilé de l'Afrique, c'est-à-dire le cinquantenaire des indépendants de l'Afrique. Alors, Laurent Gbagbo était le seul président, le seul dirigeant africain à dire non et à contester l'esprit même de cette manifestation en disant que finalement la Côte d'Ivoire n'était pas une préfecture de la France et que pendant trop longtemps on a fêté en Afrique et qu'il serait temps qu'on consacre de l'énergie et du temps à réfléchir, à savoir d'où nous venons et où nous voulons aller. Donc ceci a été particulièrement vu comme une défiance. Et ainsi, certainement, connaissant l'esprit vindicatif de Nicolas Sarkozy, cette attitude de Laurent Gbagbo a probablement beaucoup joué dans la haine et dans la détestation que Nicolas Sarkozy voue à ce personnage, qui, au demeurant, a lui-même commis pas mal d'erreurs sur la ligne. Aussi, il faut dire clairement que quelqu'un qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que si Nicolas Sarkozy pu s'en prendre à quelqu'un comme au régime de Kadhafi, parce qu'effectivement, on avait parlé de... il allait retrouver son image salie parce qu'il a utilisé l'argent qu'il qualifierait de sale pour pouvoir se faire élire, et que Nicolas Sarkozy ait pu vouer une telle haine à quelqu'un comme Dominique de Villepin, c'est tout à fait évident que, connaissant l'ego particulièrement développé, contrairement à la taille de ce monsieur, son ego surdimensionné, contrairement à sa taille, cet ego-là l'aurait poussé véritablement à s'en prendre de cette façon à Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, le journal Canard enchaîné a fait des révélations, ce qu'on savait déjà en quelque sorte, en disant qu'effectivement Nicolas Sarkozy vouait une haine à l'endroit de Laurent Gbagbo et que pendant longtemps, il a préparé l'agression de la Côte d'Ivoire de mèche avec l'ONU et avec les rebelles qui occupent le Nord depuis des mois, sinon des années. Et donc, le prétexte électoral a servi d'élément déclencheur véritablement de la tempête que la France et Nicolas Sarkozy déploient aujourd'hui contre le président Laurent Gbagbo. Il doit y avoir un second aspect de la chose, c'est que les Français particulièrement veulent éviter toute exemplarité, toute reproduction du cas Gbagbo. Il faut prévenir la reproduction de l'exemple Gbagbo. Les Français ne veulent pas qu'il y ait en Afrique des gens qui aient le courage de dire non et qui aient la capacité de réfléchir tout simplement. La France veut empêcher que les dirigeants africains réfléchissent par eux-mêmes et voient en certaines propositions de la France, en certaines actions de la France, des actes qui sont contraires à leurs intérêts. Donc, il faut aujourd'hui empêcher toute reproduction du cas Gbagbo en Afrique. Donc, il faut détruire, il faut montrer que la France n'accepterait qu'un dirigeant africain ait le culot ou prenne des libertés
avec les codes, avec le fonctionnement du système, tout simplement. Dans le dispositif colonial, il y a cet aspect, il y a cet outil qui est de réprimer tous les rois, tous les peuples qui ne se soumettraient pas au diktat de la métropole. Donc, il faut réprimer, il faut détruire, il faut envoyer des bombes, il faut bombarder, il faut tuer, de sorte que on puisse subjuguer et maintenir les chaînes aux Africains, maintenir les Africains dans les chaînes. Donc, martyriser les quelques dirigeants qui oseraient défier, qui oseront défier la puissance métropolitaine, et impressionner de telle sorte que tout genou fléchisse devant l'autorité de la métropole et conserver les liens de sujétion sur les peuples dominés, notamment le peuple africain. Je pense qu'il faut que les Africains comprennent que la France et tous les autres pays qui se mêlent de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas là pour la démocratie. Si ces pays étaient là pour la démocratie, ils auraient pu commencer ce type d'action il y a longtemps. Ils auraient pu commencer ce type d'action il y a longtemps. Je rappelle qu'en 2010, il y a eu d'autres élections sur le continent africain. On sait qu'en 2009, je crois, il y a eu l'élection au Gabon. C'est les Français qui ont placé le fils Bongo au pouvoir après le décès de son père. Nicolas Sarkozy avait validé cette élection depuis, je crois, l'Amérique du Sud. C'est lui qui a validé, ou sinon aux États-Unis d'Amérique, c'est lui qui a validé l'élection de entre guillemets du fils Bongo. Il y a eu l'élection au Togo en mars 2010, avec beaucoup de fraude, une répression terrible contre l'opposition. On n'avait pas entendu la France, non plus Barack Obama d'ailleurs. Il vient d'avoir des élections en Centrafrique où Bozizé, l'inénarrable Bozizé, s'est autoproclamé une fois encore élu à l'issue de cette élection totalement bâclée avec beaucoup de répression et de fraude évidente. Personne n'en a parlé. Plus loin, il y a eu une élection aussi au Burkina Faso où Blaise Compaoré s'est dit gagnant de ces élections. On n'a entendu personne du tout sur la fraude de tout ce qui s'en est suivi. Plus proche de nous, le Bénin, avec Yahi Boni qui aussi aurait fraudé les élections selon l'opposition, si bien même que l'opposant qui était arrivé en deuxième position s'est estimé qu'il était le premier et il s'est autoproclamé président à l'issue de cette élection. On n'en avait pas entendu parler. Alors, l'acharnement des États-Unis et de la France contre la personne de Laurent Gbagbo est quelque chose d'inédit. Et ceci vient du fait que Laurent Gbagbo, dès le départ, n'a pas été coopté par le système. Laurent Gbagbo, en fait, n'est pas venu au pouvoir du fait de l'acceptation ou bien du fait de l'onction qu'il aurait reçue du système. C'est quelqu'un qui vient d'un autre monde et puis qui avait une certaine vision du pouvoir et qui, je ne dirais pas malheureusement, mais en toute logique, s'était retrouvé confronté à la réalité du système. Parce que s'il avait conquis le pouvoir je dirais, sans l'onction de ces gens, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'avait pas décidé de sortir totalement du système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres contradictions aussi, lesquelles contradictions ont été développées lors d'une conférence que nous avions animée il n'y a pas très longtemps à Genève. Alors, aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut retenir en définitive, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de dire que les Africains ou bien la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si la Côte d'Ivoire était un pays souverain, la France n'allait pas s'engager dans cette bataille de cette façon, surtout pas. Et ensuite, la France ne se serait pas donné le culot d'aller occuper l'aéroport d'Abidjan
aux fins de faire passer des armes et des combattants, hein, et dans le même temps empêcher que les autorités ivoiriennes disposent, hein, de l'aéroport d'Abidjan. Et donc, si des gens considèrent que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire était le signe d'une indépendance en Afrique, eh bien, on peut attendre le pire. On peut attendre le pire pour le peuple noir. Parce que lorsqu'un pays se fait agresser de cette façon et que des gens trouvent que ce n'est pas la colonisation qui continue, eh bien, cela veut dire simplement que les Noirs ou les Africains sont dans un coma total. Ils sont dans un coma terrible et que plus ce coma va perdurer, plus l'Afrique ira mal, parce qu'aujourd'hui, nous sommes clairement en face, hein, d'un système colonial qui n'est jamais parti de l'Afrique. La France n'est jamais partie de l'Afrique et la France opère, hein, par la colonisation comme elle le faisait il y a 150 ans. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et la France s'oppose à la construction d'États viables en Afrique parce qu'elle sait qu'une fois qu'il y aura des États viables en Afrique, elle sera en difficulté parce qu'il y aura des institutions, il y aura un peuple, hein, qui va demander des comptes à ses dirigeants, etc., qui n'accepterait pas ce type d'immixtion. Et donc, la France fait tout pour s'opposer à la construction des États dans les territoires africains. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, clairement, est le signe même que les indépendances des pays africains sont des fictions et qu'aujourd'hui, il va falloir que les Africains déploient toute une montagne d'énergie, hein, pour pouvoir s'engager dans la reconquête, dans la conquête de l'indépendance de l'Afrique. Si nous ne possédons pas notre espace, si nous ne sommes pas indépendants dans nos pays, si nous ne sommes pas capables de décider des orientations politiques, économiques, sociales, hein, et culturelles dans notre espace, et ceci veut dire simplement que nous ne serons jamais capables de résoudre nos problèmes. Parce que l'État colonial africain fonctionne en direction de la métropole. Tout ce que cet État colonial produit va à la métropole. Et le type d'économie que nous avons en Afrique aujourd'hui est une économie coloniale. Coloniale tout simplement parce que nous produisons du café, du cacao, de l'or, des produits, de la matière première, hein, qui est donnée à la métropole, c'est-à-dire au nord d'une manière générale de la France, en France en particulier, contre les produits finis. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité que les Africains prennent conscience, à partir justement de cet exemple ivoirien, que les pays africains n'ont jamais été indépendants. Voilà. Et que le combat, hein, engagé par Lumumba, les Sylvanus Olympio, les Sékou Touré et les Thomas Sankara un peu plus récemment, hein, ce combat-là mérite d'être repris par notre génération avec un certain nombre de correctifs apportés, hein, à l'ensemble du schéma, hein, qui a été déployé, hein, depuis les années 50 par les Nkrumah, les Lumumba, les Sylvanus Olympio, etc. Et donc, je crois que si les Africains pensent que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas la manifestation d'une colonisation, de la colonisation, du néocolonialisme, c'est comme on veut, cela veut dire que nous ne sommes pas capables d'ouvrir les yeux sur nos problèmes. Le choix qui a été fait de faire appel à ces institutions et à ces pays, la France et tout, pour déloger Gbagbo et installer Ouattara, veut dire clairement que Alassane Ouattara n'a pas le sens de la responsabilité étatique. Voilà. Et
à mon avis, quiconque convoque ou bien quiconque fait appel à l'étranger pour l'installer à la place du calife sera confronté à deux problèmes, à savoir, un, son autonomie politique se sera amoindrie, il n'aura pas les coups de franche pour décider, parce qu'il doit se référer toujours à ceux qui l'ont installé. Et deuxièmement, il doit mettre les ressources du pays au service de ceux qui l'ont installé, parce qu'il doit payer la facture de l'intervention. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que Alassane Ouattara est en train de se rendre le plus mauvais des services. Mais évidemment, tous les dictateurs africains, tous les dirigeants africains ne sont pas là pour résoudre les problèmes des Africains. Voilà, si ces gens-là étaient là pour résoudre les problèmes des Africains, Ouattara d'ailleurs n'aurait pas servi de ce qui aura permis aux institutions de Bretton Woods, notamment au FMI, de mettre la main, de détruire systématiquement la micro-industrie ou la naissante industrie africaine. Donc, quiconque fait appel à l'étranger pour l'installer à la tête d'un pays s'érige automatiquement un nouveau maître et érige au peuple un nouveau maître plus vorace, plus solide, plus rude, plus aguerri que le dictateur, en guillemets, le dictateur qui a été renversé. Donc, clairement, Alassane Ouattara se rend le plus mauvais des services et rend le plus mauvais des services à nos compatriotes en Côte d'Ivoire, parce qu'en faisant appel automatiquement à ces pays-là, notamment la France, il s'érige non seulement pour lui-même un nouveau maître, ben en fin de compte, Ouattara, ça ne changera rien pour lui parce que lui, il a été toujours un serviteur du système. Mais ce qui va changer particulièrement pour les compatriotes en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils auront un nouveau maître. Et ce maître sera particulièrement violent, sera particulièrement exigeant, sera particulièrement vorace parce qu'il prendra tout ce qu'il voudra, parce qu'il doit se faire rembourser sur la guerre qu'il a menée. Et ainsi, les compatriotes en Côte d'Ivoire verront que il aurait mieux fallu garder l'ancien maître, l'ancien président qui est qualifié de dictateur que d'avoir ce nouveau maître qui est totalement destructeur, violent et surtout condescendant. Voilà, qui va se comporter en Côte d'Ivoire comme en territoire conquis, ce que les Français ont toujours fait lors de la présidence d'Houphouët-Boigny et de Bédié. À un moment donné, ils n'ont plus ce même culot en Côte d'Ivoire sous la présidence de Laurent Gbagbo. Ils ne se permettaient plus de se comporter à l'égard de nos compatriotes en Côte d'Ivoire comme ils le faisaient au temps d'Houphouët et de Bédié. Mais cette fois-ci, ils vont revenir en force et puis voilà, ils vont s'installer et ces maîtres seront particulièrement durs à l'égard de nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je crois aussi que Ouattara lui-même, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, est la preuve palpable et de ce que j'appelle la manifestation de l'esprit FMI. Je dis ceci en me référant au fait que le FMI a toujours exigé des dirigeants africains en particulier qu'ils ouvrent l'économie de leur pays, qu'ils vendent tout, qu'ils privatisent tout, qu'ils bradent tout ce qu'il y a comme richesse dans le pays aux multinationales. Ces pays, une fois qu'ils sont coulés ainsi par les réformes entre guillemets du FMI et de la Banque mondiale, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils vont aller vers le FMI pour demander des prêts sous des conditions particulièrement drastiques
qui leur demande d'aller plus loin dans la privatisation, dans le bradage et dans ce qu'ils appellent les réformes macroéconomiques afin que on réduise les effectifs du secteur public, qu'on coupe dans le budget préalablement maigre sur le plan social, c'est-à-dire que dans les secteurs d'éducation, de santé, d'assainissement, d'habitat, du cadre de vie et tout cela, on coupe tous ces budgets. Et lorsqu'un pays résiste à cela, le FMI et les institutions de Washington ont toute une batterie, ont toute une série, ont toute une batterie de mesures qu'elles prennent. Et ces mesures vont du soutien ou même de la construction d'une opposition et d'une société civile dans le pays, financée, soutenue par les mêmes institutions pour créer suffisamment de tensions dans le pays pour pousser les gens à la révolte contre le régime. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que ces institutions font? Ils envoient directement des agents de la CIA et d'autres de mercenaires dans le pays, des entreprises de mercenaires dans le pays qui vont déstabiliser, distiller de fausses informations, etc., sur le pays jusqu'à ce qu'il y ait contestation et qu'il y ait violence dans le pays et que l'économie du pays tombe à la ruine, de sorte qu'on puisse lui imposer davantage de mesures allant dans le sens voulu par ces institutions de Washington. Si ceci ne marche pas, eh bien, on va tout simplement monter une rébellion armée contre ce pouvoir, ou bien on opère tout simplement par un coup d'État conduit par quelques officiers de l'armée soutenus, formés, équipés, entretenus, encadrés par des militaires venant de l'étranger ou des instructeurs venant de l'étranger, avec le concours des agences d'espionnage telles que la DGSE, la CIA, le FBI, les services secrets israéliens, ou les services secrets britanniques ou belges, etc., ou SUS, qui vont agir de concert pour pouvoir abattre ce régime. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu toute la série de ces mesures, de ces pratiques et de ces différentes tentatives contre Laurent Gbagbo. Son pouvoir a été sanctionné, on a mené une campagne de presse terrible à son encontre, etc. Comme on voit que tout ceci ne marche pas, eh bien, tout simplement, on va bombarder le pays, détruire tout ce qu'il y a comme matériel civil et militaire en faveur du régime, et on va tout simplement installer à la place de Laurent Gbagbo un autre qui soit plus favorable à ces dispositions, à ces mesures-là, et qui va jouer le rôle véritablement de la marionnette de cette démocrate, que les oncles, que les cousins occidentaux aiment tant avoir proche des ressources dans nos pays. Ce sont ces démocrates à dessous qui sont là pour réprimer tout ce qu'il y a comme liberté politique dans le pays, tout ce qu'il y a comme liberté d'opinion, liberté syndicale, parce qu'effectivement, il faut faire et tout pour empêcher le peuple de contester le régime et de vouloir empêcher le pillage dans le pays. Donc, ce sont ce type de démocrates que les cousins européens, les cousins occidentaux aiment avoir en Afrique. Et donc, je crois que Alassane Ouattara a fait déployer, étant lui-même un serviteur du système, connaissant parfaitement comment le système fonctionne et ayant un réseau politico-affairiste financier très fort dans le système, il a pu bénéficier vite fait des coups de main de ces institutions et du système dans son ensemble pour pouvoir déployer toute la batterie de ces mesures-là contre
le régime de Laurent Gbagbo. Donc, Ouattara, en fait, c'est la manifestation, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est la manifestation de l'esprit du FMI, qui est un esprit dominateur, destructeur, hein, qui est un esprit qui ne fonctionne que sur la rationalité, le principe de la rationalité économique. Hein, on ne tient pas compte des vies humaines, ça ne compte pas. Les vies humaines ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la rationalité économique, c'est ce que va rapporter une action engagée, une action politique engagée, une action militaire engagée. Si l'action militaire, à la fin, va apporter plus de profit, on y va. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit Alassane Ouattara s'engager dans cette voie parce que on ne considère pas dans ce système la vie des gens. La vie des gens ne compte pas. Ce qui compte, c'est la rentabilité économique. C'est je dirais, c'est le profit qu'on va faire à la suite d'une action qui compte. Donc, peu importe la souffrance de nos compatriotes en Côte d'Ivoire, peu importe la destruction qu'on peut opérer en Côte d'Ivoire, peu importe la destruction des infrastructures, peu importe qu'à terme, Ouattara lui-même sera confronté à la même problématique et que cette problématique sera résolue de la même façon, parce qu'aujourd'hui, en assassinant, en tuant, en violant, en faisant violer les gens dans le pays, en voulant s'établir dans la violence, certainement à la suite d'une victoire électorale, vouloir s'installer ou s'installer tout simplement avec ce type d'action, Alassane Ouattara sera confronté lui-même à la même problématique. Mais comme je l'ai dit, le système fonctionnant sur le principe de la rationalité purement économique, on ne considère pas ces questions. Et ce qu'on vise aujourd'hui, c'est de faire en sorte que un démocrate comme les Occidentaux aiment tant en avoir proche ou bien près des matières premières qu'ils convoitent, eh bien, on va l'installer au prix du sacrifice de milliers et des milliers de vies humaines en Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça c'est la réalité du système. Et je crois que nos compatriotes en Côte d'Ivoire et les Africains du manière générale doivent réfléchir suffisamment sur ces questions et trouver des alternatives pouvant nous amener à nous engager dans une voie de révolution en Afrique pour que nous puissions rebâtir nos pays africains sur le roc des valeurs africaines. Sur le roc des valeurs africaines. Sans cela, en voulant toujours marcher sur l'autoroute des autres, eh bien, on finit en enfer. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons tirer tous les enseignements de ce qui se passe et surtout que la jeunesse comprenne qu'elle a du boulot. Elle a du boulot. Mais pour accomplir ce boulot, elle doit comprendre. Elle doit d'abord comprendre l'histoire, comprendre tout ce qui s'est passé en Afrique et comprendre qu'il n'y a pas d'État en Afrique et que nous ne sommes pas sortis aucunement de la colonisation. Nous sommes encore des colonisés. L'esclavage continue. On nous a ôté les chaînes des pieds pour nous enchaîner le cerveau, pour nous enchaîner la tête. Voilà la réalité. Donc l'école coloniale nous a totalement déprogrammés pour nous reprogrammer. Et ce travail de reprogrammation est consolidé par le catholicisme colonial et le protestantisme le plus plat, acculturateur, accouplé à un islamisme, à une religion islamique totalement paralysant, qui nous coupe de notre passé, qui ne veut pas que les Africains voient ce qu'ils ont réalisé depuis l'Égypte antique jusqu'aux empires en Afrique. Et ainsi, les Africains seront totalement liés à leur maître. Ils ne voient pas leur sort en dehors de leur maître. Alors, ils ne doivent en aucune manière entrevoir leur vie en dehors du projet que leur a tracé, du canevas tracé par leur maître. Donc aujourd'hui, ce travail de recherche
historique, de recherche de l'histoire, de recherche de la vérité historique, doit constituer le soubassement de toute œuvre, de toute œuvre et de tout engagement contre ce système. Voilà.